Si je meurs de ce lait en poudre, Élodie, tu auras enfin des vrais remords, plaisanta Jacques tapant sa cuillère contre sa tasse de café. C'était son rituel matinal, blagues douteuses escafées tièdes et optimisme têtu. Je levai les yeux au ciel, comme toujours attrapant le couteau pour tartiner une baguette à peine grillée. Puis la cuillère glissa. Elle heurta la table dans un léger cliquetis. Les yeux de Jacques clignèrent une fois deux, comme si quelque chose en lui s'était arrêté, oubliant de redémarrer. Ses doigts frémirent, sa tête s'inclina légèrement, et puis rien. Jacques, dis-je, lâchant le couteau en me précipitant vers lui. Il était affaissé, lèvres entr'ouvertes. Jacques. Pas de réponse. Juste l'immobilité et le bourdonnement du ventilateur, soudain assourdissant comme un train de marchandises. Les mains tremblantes, je saisis le téléphone composé le 15. À genoux près de lui, ma voix chevrotait face au calme de l'opératrice. Je suivis ses instructions, compression des comptes espoir, mais en touchant sa main, je tombai des nues. Il était déjà froid. Quand les secours arrivèrent, la cuisine était un champ de bataille sonore, massif, irréversible, non-réanimation. Je hochai la tête absente. Puis ils le couvrirent, et tout devint un silence de plomb. Sur le canapé, téléphone en main, mon pouce planait sur un nom Luc, notre fils unique. Il décrocha à la 5e sonnerie. « Salut maman, ça va ?» Je pris une inspiration. Luc, c'est papa. Il s'est effondré. Il est parti. Un long silence. Puis « Oh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bérénice. Je peux te rappeler. » L'air quitta mes poumons. Elle a prévu un brunch, ajouta-t-il, comme si ça justifiait tout. Je ne répondis pas. Pas de larmes. Je raccrochai. La maison redevint silencieuse trop. Le beurre fondait près de la tasse vide. Et Jacques était là comme s'il pouvait se réveiller si j'attendais assez. Mais il ne le ferait pas. Et Luc semblait-il non plus. Le salon funéraire sentait les fleurs fanées et le chagrin poli. Devant le cercueil de Jacques, j'écoutais le prêtre parler de dévotion d'un homme qui ne manquait jamais le déjeuner du dimanche, fabriquer des nichoirs pour se sentir utile, embrasser ma joue avant de sortir. Mais je n'entendais que l'absence de notre fils. « Où est Luc ?» murmura quelqu'un derrière. Je ne me retournai pas. François, ami d'université de Jacques, se pencha avant la cérémonie. « Je pensais que ton fils serait là, marmonna-t-il. » Je hochai la tête comme si ça ne m'avait pas déjà comme un coup de poignard. La veille, j'avais appelé pour confirmer l'heure. Bérénice répondit voix enjouée. « Luc y réfléchit encore, dit-elle. On a réservé un week-end à Arcachon pour mon anniversaire et les frais d'annulation sont élevés si tard. » Elle parlait comme d'un cours de yoga, comme si le deuil pouvait attendre. « Je veux garder les choses légères, » ajouta-t-elle, pour ma santé mentale. Je ne discutais pas. Je raccrochais avant de dire l'irréparable. Seule dans une robe bleu marine un peu étroite, je tenais le cap, main tremblante serrée. Des visages oubliés défilaient, offrant condoléances douces et mensonges tendres. C'était un homme bon. Il nous faisait toujours y rire. Vous étiez une équipe. Mais personne ne dit « ton fils aurait dû être là ». Pas à voix. Rentrée toujours en robe, l'expression figée, j'ouvris mon téléphone. Bérénice avait posté sur Instagram. Robe rose éclatante, flûte de champagne à bord sucré riant, comme si elle n'avait jamais rien enterré de plus lourd qu'un secret. Chande, meilleur anniversaire ever. Reine du Mimosa, l'heure 11h18, l'instant où le prêtre prononça le nom de Jacques. Pas de larmes, pas de cris, mais mon cœur en miettes. Pour la première fois en 42 ans, je me sentis vraiment seule. La réception eut lieu dans la salle paroissiale. Mur beige, chaises pliantes. Un percolateur qui sifflait plus qu'il versait.
Les gens oscillaient entre condoléances et bavardages, comme si le chagrin se servait dans une tasse en carton. Là, je vis Bruno Villiers, ancien collègue de Jacques au service des eaux. Ou plus vieux, plus lent, mais ses yeux d'ingénieur brillaient toujours. Il m'enlaça doucement une main attardée sur mon dos. « Veux pas être indiscret, murmura-t-il. Mais Jacques m'a dit quelque chose le mois dernier qui m'a marqué. » Je penchai la tête. Il était stressé. Luc avait encore demandé de l'aide. Il disait que ça ne sentait pas bon cette fois. Pas de détails, juste qu'il ne voulait pas t'inquiéter. Je déglutis. Je ne savais pas, dis-je. Bruno hocha la tête comme si ça confirmait quelque chose. Je m'en doutais. Il semblait partagé. Ce soir-là, dans le salon de télé en sourdine, une série comique scintillant pour personne, la maison semblait trop grande, trop sonore. Je regardais le fauteuil de Jacques, m'attendant à l'entendre râler sur le volume ou chercher la télécommande. À la place, je pris son téléphone encore en charge près de la porte. Je ne savais pas quoi chercher. Une note peut-être. Rien peut-être. Mais dans l'historique, je trouvais Luc Moreau appel sortant 22h42, la veille de sa mort. Pas de message, pas de rappel. Jacques avait appelé. Et Luc n'avait pas répondu. Je fixais l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis dans l'obscurité immobile, pas apaisée mais vibrante, d'un tout s'effondre. Il savait quelque chose. Il ne m'avait rien dit. Mais maintenant j'écoutais. Tout commença avec l'armoire de classement dans le bureau de Jacques, celle qu'il appelait juste des trucs d'impôts et de garantie. Il plaisantait qu'en cas d'incendie, les pompiers auraient besoin d'un camion rien que pour ses papiers. Mais je ne riais pas en ouvrant le tiroir, voyant tout si méticuleusement étiqueté. Je ne savais pas ce que je cherchais. Un testament peut-être, des instructions, quelque chose pour expliquer pourquoi mon estomac se nouait depuis les mots de Bruno. Puis je le vis un dossier bleu fin coincé derrière. Facture 2021. Pas étiqueté comme les autres. Juste un ruban adhésif avec l'écriture de Jacques Virement, Luc. Ma poitrine se serra. À l'intérieur, 15 relevés. Des virements de son compte personnel à celui de Luc. Certains de 500 €, d'autres de 2000 €. Le dernier me figea. 12 000 €. Bérénice médicale urgent. Mon pouce caressa le point d'interrogation. Jacques ajoutait toujours de la ponctuation quand il doutait. Sa façon de signaler sans dire. Sous la pile, une feuille jaune, pliée froissée au centre. Je reconnus l'écriture avant de l'ouvrir. Luc, c'est la 2e fois que tu dis une chose à ta mère et fais autre chose. J'ai gardé le silence, espérant ton honnêteté. Mais si tu mens encore sur les dépenses de Bérénice, ou si je découvre que cet argent sert à autre chose, je devrais te couper les vivres. Je t'aime. Mais je ne laisserai pas abuser de la confiance de ta mère. Papa, pas signé, pas daté, mais rangé comme s'il voulait l'envoyer et ne l'avait jamais fait. Assise la lettre sur les genoux, les mots pesaient comme des pierres. Jacques n'était pas juste stressé. Il était entre vérité et protection. Et maintenant, il était parti. Et moi, je tenais les mensonges. C'était un mercredi, 5 jours après l'enterrement. Pas un mot depuis cet appel. Pas d'excuses, pas de fleurs, pas un message. En ouvrant la porte, Luc était la main enfoncée dans sa veste, hésitante entre culpabilité et devoir. Derrière Bérénice, au volant de leur SUV moteur, allumée lunettes de soleil malgré le ciel gris, elle ne leva pas les yeux. « Maman », dit-il comme un appel, plus qu'un salut. Je m'écartai. « Entre ». Dans le salon, le fauteuil de Jacques était intact. Même sa tasse y était. Luc évita de regarder. « Un café » demandai-je par réflexe. Il secoua la tête, s'assit au bord du canapé, comme attendant une mauvaise nouvelle. « Margot pense que j'aurais dû venir plus tôt, » dit-il. Bien sûr. Pas lui, Margot. Je laissais le silence s'étirer. Je voulais appeler. C'était beaucoup. Je hochai lentement, mon téléphone enregistré dans ma poche. Pas pour l'utiliser, mais pour ne pas douter de ses mots, ni lui faire confiance s'il changeait d'histoire.
Sais-tu que ton père a essayé de t'appeler la veille de sa mort? Demandai-je voix posée. Il tressaillit, un tic à la mâchoire, puis un haussement d'épaule. Mon téléphone était en silencieux. On était sortis. Bérénice avait prévu une surprise. Dîner ami. Je ne pensais pas que c'était grave. Je ne réagis pas. Il ne méritait pas de réconfort. Tu ne pensais pas que ton père était sérieux? Il détourna les yeux, frottant ses mains. Il n'a rien dit sur une maladie, toi non plus. Ma main saisit le dossier bleu sur la table. J'en sortis la lettre, la dépliai et la lui tendis. Il lut, lentement. Fini, il resta muet, immobile. Il ne l'a jamais envoyé, dis-je. Mais il le pensait. Luc fixa le sol cherchant pardon dans le tapis. Il n'y en avait pas, ni de moi. Le bureau de Charles Dupont n'avait pas changé en 20 ans. Même horloge grand-père, même fauteuils en cuir qui grinçaient, même bureau usé par des milliers de signatures. Il leva les yeux à mon entrée, ôtant ses lunettes. « Élodie, dit-il doucement se levant pour serrer ma main. Toutes mes condoléances pour Jacques. Je hochai la tête, posant le dossier bleu sur son bureau. Merci Charles, mais je ne viens pas parler de Jacques. Je viens pour la suite. Étudia, puis m'invita à m'asseoir. Ce n'est pas juste du ménage patrimonial, je présume. Non, dis-je poussant le dossier. C'est pour le testament. Je veux tout modifier. Il l'ouvrit, parcourant les virements. La lettre non envoyée, ma liste manuscrite épargne, maison retraite de Jacques, même la rente d'urgence. À la dernière page où j'avais écrit Lila uniquement, il releva les yeux. Plus sûr que jamais. Charles hocha lentement, prenant un bloc-notes. On peut créer un trust viager, tout va à Lila. Elle y accède par étape université-logement, le reste à 25 ans. Bien. Je ne veux pas qu'on la presse de distribuer des faveurs trop tôt. Et Luc Bérénice, ils sont exclus, totalement. Il acquiesça, puis ajouta. On peut inclure une clause anti-contestation. S'ils attaquent, ils perdent tout, pas de faille. Je rédigerai avec soin. Ajoute une autre clause, dis-je. Si quelqu'un tente d'influencer Lila contre les termes, elle prend le contrôle immédiatement. Charles suspendit son stylo. C'est audacieux. Non, dis-je. Nécessaire. Pendant 1 heure, nous finalisâmes. Document. Je lui remis chaque détail. Fini, Charles referma le dossier, s'adossa et me regarda autrement, pas avec pitié, mais respect. Tu as fait ce que Jacques n'a jamais pu, dit-il. Tu as tracé la ligne. Je rassemblais mes affaires. J'ai enterré mon mari, je n'enterrerai pas son héritage. En sortant, le vent printanier effleura mon visage. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un froid glacial. Net final. Le toc vint un dimanche après-midi, 3 coups secs, ni urgents, ni désinvoltes. Par la fenêtre, je les vis. Luc sur le perron, épaules, voûté terne. Bérénice derrière bras croisés, lèvres pincées comme si j'étais la cause d'un goût amer. J'ouvris à moitié sans rien dire. Maman, commença Luc, voix fragile. On peut entrer. Je m'écartais pas par envie, mais parce que Lila était à l'étage et je ne voulais pas de scène publique. Ils entrèrent comme des invités, pas comme une famille. Bérénice garda ses lunettes. Elle s'assit la première. Luc resta debout. On a reçu une lettre, dit-il, de Charles Dupont. On est exclu de tout.
Sa bouche se ferma. Il regarda Bérénice qui prit la parole, voix tranchante. C'est de la vengeance émotionnelle franchement coercitive. On a vu un avocat et nous pouvons contester un document signé sous détresse. Je penchai la tête. Tu insinues que je n'avais pas toute ma tête pour gérer mon patrimoine. Je dis que le deuil trouble le jugement, rétorqua-t-elle. Un craquement dans l'escalier. Lila écoutait. Je ne l'appelais pas. Je voulais qu'elle entende chaque mot. Je me tournai vers Luc. Tu es d'accord avec elle? Il ne répondit pas. Baissa les yeux, oscillant comme si le parquet pouvait le guider. Alors je parlais. Pas froide, pas cruelle, honnête. On ne manque pas l'enterrement et lit le testament. Son visage se ferma comme une huître et un instant je crus voir quelque chose à sauver. Mais Bérénice se leva jetant son sac sur l'épaule comme une arme. Tu le regretteras, marmonna-t-elle. Je m'écartai sans un mot. Elle sortit. Luc hésita au seuil comme pour parler. Il ne le dit pas. Je fermai doucement. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était gardé la tête haute. Elle arriva dans une petite enveloppe bleue, scellée d'un autocollant Margarita. Lila me la tendit après le dîner, vaisselle faite maison calme. Sans rien dire, elle la plaça sur la table et attendit. J'ouvris, trouvai une clé USB noire. « C'est quoi ?» demandai-je doucement. « J'ai gardé des choses, » dit-elle, regard ferme. Au cas où. Ce soir-là, à l'étage, je la branchais sur mon ordinateur incertaine. Des dossiers, datés, organisés bien plus qu'une enfant de 12 ans ne devrait. À l'intérieur, enregistrement, capture d'écran vidéo. Je cliquais sur Salon 4 mars, ponte MP4. L'image tremblait filmée par une porte entr'ouverte. La voix de Bérénice, aiguë, rapide. Si on pousse un peu plus, elle craquera. On dit qu'elle est confuse, peut-être déprimée. L'avocat pourrait bloquer le trust. Puis Luc plus bas, presque ennuyé. Laisse maman jouer. Elle ne vivra pas éternellement. Si Lila est gentille, elle nous aidera plus tard. J'appuyai sur pause. Mes mains tremblaient pas de choc, mais d'un froid plus profond, plus stable. Un autre fichier, une capture de message de Bérénice à Monique se plaignant de la vieille qui garde tout l'argent et que Luc ne se bougera pas tant qu'elle vit ou que je le force. Au fond, un document note pour mamie, TXT mamie. Je ne savais pas à qui le dire. J'entends des choses quand il croit que je dors. Je sais qu'il m'entend. Je te crois. Je garde ça si tu as besoin d'aide. Je t'aime, Lila. Je fixais ces mots, main sur le pavé tactile, curseur immobile. La voix de Jacques résonna. Celle-là était plus maligne qu'elle n'y paraît, après qu'elle avait construit une ville en Lego seule. Il avait raison. Elle avait observé. Écouté. Et quand personne ne se levait, elle l'avait fait. Je sauvegardai toute une copie pour Charles, une dans mon coffre. Puis seule clé en main, je la laissai chauffer dans ma paume, à la fois arme et cadeau. Lila ne m'avait pas juste protégée. Elle avait révélé la pourriture et sauvé notre vérité. Le bureau était beige partout. Murs moquette, chaises trop moelleuses pour être honnête. Une pièce faite pour sembler neutre mais lourde de tension. Où la civilité jouait les apparences. Charles et moi d'un côté de la table en verre, Luc et Bérénice de l'autre. Claire médiatrice aux yeux doux mais ferme au centre, mains croisées, visage indéchiffrable. Nous discutons des préoccupations sur le patrimoine modifié des Moreau, commença-t-elle. Restons professionnels. Bérénice bondit la première. Ce trust a été réécrit en plein trauma émotionnel. Ellie était en deuil, elle n'était pas lucide. Je ne dis rien. Je tendis à Claire le dossier préparé. Veuillez examiner, dit Charles calmement. À l'intérieur, virement, lettre non envoyée, capture d'écran SMS, la clé USB.
Claire la brancha sur un ordinateur sécurisé, examinant en silence. Quand l'enregistrement joua Bérénice murmurant « Si on pousse, elle craquera », la pièce gela. Bérénice serra la mâchoire. C'est un enregistrement d'enfant, hors contexte. Claire mit en pause. Le contexte est limpide, et que votre fille ait documenté cela montre qu'elle comprenait trop pour son âge. Luc fixa la table comme espérant s'y fondre. Le trust tient, conclut Claire. Il est légal et moralement peu discutable. Bérénice se leva chaise raclant la moquette. C'est scandaleux. Vraiment, dis-je doucement. Ou juste gênant pour toi. Elle quitta sans un mot. Luc hésita puis suivit toujours muet. Claire me rendit la clé. Une fille remarquable, dit-elle. Vous avez bien fait. Non, dis-je, glissant la clé dans mon sac. C'est elle. Pour la première fois depuis l'enterrement, je ressentis une autre tranquillité, pas un silence, mais une résolution. La justice ne venait pas d'un tribunal. Elle venait d'un étage, d'une fille qui refusa l'oubli. Lila eut 18 ans un vendredi. Elle arriva après-midi, cheveux humides, sans artifice. Elle s'assit à la table où Jacques lisait son journal et me tendit une enveloppe jaune froissée scellée familière. « J'ai attendu pour l'ouvrir, dit-elle. Je voulais que tu sois là. » Elle déplia lentement les 6 pages écrites 5 ans plus tôt. Je regardais ses yeux parcourir les mots, ses lèvres se serrer ses mains crispées, lisant la vérité que j'avais voulu lui donner sur son grand-père, son père, l'amour, la trahison, le prix du silence trop long. Quand elle finit, elle leva les yeux larmes contenues. « J'ai changé mon second prénom, » dit-elle doucement. Je clignai. « Quoi ? » ?»« La semaine dernière, c'est officiel, j'ai fait les démarches. » Elle sortit un document légal. Son nouveau nom en gras, Lila Élodie Moreau, je ne pus parler. Elle m'enlaça avant que j'aie ses mentons sur mon épaule voix douce. Merci pour m'avoir protégée, pour la vérité, pour ne pas qu'il la fasse table rase. Cet après-midi, à sa remise des diplômes, nous étions côte à côte. Elle traversa l'estrade en toge bleue, son nom résonnant comme un tonnerre doux. Elle me sourit depuis le podium lumineuse fermeture. Luc était là au fond, seul, sans geste. Il ne resta pas, mais moi oui, car Lila m'a choisi. Et en le faisant, elle a tout fait table rase.